Dans l'actualité des idées aujourd'hui, des retraites à l'audiovisuel public, la réforme à tout prix. 8e jour de grève contre la réforme des retraites partout en France. Au lendemain des annonces d'Édouard Philippe, les syndicats réunis se disent plus que jamais mobilisés pour faire retirer cette réforme. Et pendant ce temps, 17e jour de mobilisation à Radio France contre les mesures d'économie demandées. Incompréhension que résume un slogan, les audiences montent, le moral baisse. Invité grand témoin aujourd'hui l'économiste Julia Cagé, auteur de Repenser l'action publique en 2012, de l'information à tout prix en 2017 ou encore de Le prix de la démocratie sorti en 2018 chez Fayard et qui fut notre prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde. Et vous pourrez également retrouver ce livre ou le trouver en poche à la rentrée de janvier. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Et plusieurs sujets à aborder ensemble jusqu'à 13h30. Réforme de l'audiovisuel, baisse de la redevance, mobilisation sociale et réforme des retraites. On commence par là. Les annonces sont tombées hier. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté devant le CESE l'architecture générale de sa réforme et a réussi, ce faisant, ce que le patron de Libé, Laurent Geoffrin, appelle un tour de force, unir tous les syndicats dans la contestation. C'est une première depuis 2010, la CFDT ayant appelé hier à rejoindre la mobilisation. Vous saluez ce retour dans le jeu de tous les syndicats. Oui, c'était assez étrange que la CFDT se mette de côté depuis plusieurs semaines. Et surtout, on voyait qu'il y avait dans certains secteurs une division entre la CFDT, la direction, et les gens sur le terrain qui décidaient de se mettre en grève malgré la position de Laurent Berger. Et là, c'est vrai que Édouard Philippe, alors on le dit avec ironie, a réalisé un tour de force. Mais quand même, se mettre à dos tous les syndicats, même le syndicat qui était prêt à négocier cette réforme, après déjà une semaine de protestation, une première manifestation extrêmement suivie, il fallait quand même le faire. Et ça témoigne du fait qu'on a quand même un gouvernement qui refuse d'être à l'écoute des demandes des Français, de leurs préoccupations. Et on voit bien là qu'autour de cette question des retraites, on a aussi un mouvement de protestation contre toutes les réformes qui ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat et toute la casse sociale en fait qui s'est démultipliée. S'ils sont de retour, c'est qu'ils avaient disparu, les corps intermédiaires. Pourquoi? Où étaient-ils? C'est une évolution de long terme qui n'est pas propre à la France, qu'on observe dans un certain nombre de pays. On a eu des syndicats qui se sont constitués dans un monde du XXe siècle, capitaliste, autour de la grande entreprise, etc., et qui ne sont pas vraiment encore entrés aujourd'hui dans le monde ubérisé, entre guillemets, du XXIe siècle, où finalement on a une espèce de casse sociale relativement forte, avec des gens qui se retrouvent isolés finalement face à des plateformes, face à un employeur, et on n'a plus l'intermédiaire du syndicat qui s'était développé dans la grande entreprise. Aujourd'hui, les syndicats peuvent reprendre la main. Ils avaient perdu la main au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a été un mouvement spontané. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on n'avait pas seulement perdu les syndicats comme corps intermédiaire, on avait aussi perdu les partis politiques comme corps intermédiaire. C'est ça qui a fait aussi de ce mouvement un mouvement extrêmement complexe, extrêmement dur à comprendre. Et c'est ça aussi qui a pu expliquer parfois les violences qui ont entouré ce mouvement-là. Parce que pour le coup, les syndicats savent encadrer des manifestations. Ça fait partie de leur travail. Ils savent faire en sorte que les manifestations se passent bien. Ça, c'est moins vu avec les Gilets jaunes, justement parce qu'il n'y avait pas l'organisation des syndicats, il n'y avait pas l'organisation des partis politiques. Moi, je trouve ça plutôt bien que les syndicats et les partis re-rentrent dans le jeu aujourd'hui. Ça devrait quand même simplifier le dialogue social, mais pour que ça marche vraiment, encore faut-il qu'il y ait un gouvernement qui soit à l'écoute. Les partis de gauche qui se sont aussi engouffrés hier dans la faille en se réunissant, en essayant de trouver une parole commune dans ce moment que nous sommes en train de vivre. Pour le comprendre, la mesure qui a fait basculer Laurent Berger et la CFDT, c'est celle de l'âge pivot. Sans entrer dans le détail de cette réforme, on entend en ce moment une même rhétorique, celle à la fois du gouvernement et celle des syndicats. L'un, comme les autres, se revendiquant de la justice sociale. On l'entend notamment autour de la suppression des régimes spéciaux, de la question du point. Vous, Julia Cagé, où situez-vous aujourd'hui l'égalité ou l'équité dans une réforme comme celle-ci ? De la réforme qui est présentée aujourd'hui, il y a quand même très peu d'équité et il y a relativement peu d'égalité. Alors bien sûr qu'il faut repenser la question des régimes spéciaux et je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui seraient d'accord pour dire qu'il faut aller vers un régime de retraite qui soit un régime universel. Et c'est là-dessus en fait que le gouvernement a longtemps joué et a entretenu l'ambiguïté avec la CFDT. Une fois qu'on a dit un régime universel, le problème c'est qu'on n'a rien dit et c'est là où on voit les raisons pour lesquelles il y a une vraie inquiétude de la part des Français.
Français. Il y a une inquiétude pour 2 raisons. Il y a une inquiétude autour de cette question du point. On sait qu'un système par points est un système où on peut avoir une variabilité très forte des retraites qui peuvent varier d'ailleurs d'une année à l'autre, et ça on le voit très clairement en Suède. Le système par points, moi ça me paraît pas être le bon système à mettre en place, et il faut pas parler en termes de points, il faudrait mieux parler en termes de taux de remplacement. Là c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus transparent pour les Français. Et le point, on voit bien que derrière ça il peut y avoir potentiellement une arnaque, et c'est là-dessus que les citoyens qui travaillent toute leur vie, qui cotisent toute leur vie, qui vont ensuite à la retraite avec souvent une petite retraite, ils aimeraient bien au moins savoir que cette petite retraite, son montant va être garanti. L'autre question, vous posez la question de l'égalité. Et on voit toute cette question tout ce débat qui a eu lieu autour du taux de cotisation au-delà d'un certain montant. Moi, je pense qu'on ne peut pas simplement dire que pour chaque euro cotisé, chaque Français aura exactement la même retraite. Il faut qu'il y ait aussi de la redistribution dans ce système de retraite. On a des niveaux d'inégalité qui sont extrêmement élevés aujourd'hui à l'âge adulte, au moment où les Français travaillent, et il n'y a pas de raison que cette inégalité persiste et se renforce encore un peu plus à l'âge de la retraite. Je pense qu'il faut assumer une redistribution, et c'est ça aussi qui est complètement absent de la réforme que proposent aujourd'hui Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Mais il y aurait une réforme à faire. Oui, il y a une réforme à faire du système de retraite, sans doute. Il y a 42 régimes spéciaux aujourd'hui. Moi, j'ai 35 ans. Donc, à 35 ans, vous recevez votre premier bilan de retraite. À 35 ans, j'ai déjà cotisé à 5 régimes différents. Bon, c'est quand même relativement complexe, et on voit que c'est complexe pour l'ensemble des Français. On voit que c'est complexe d'ailleurs, qu'il y a cette inquiétude déjà aujourd'hui au moment d'aller à la retraite, parce que les gens ne savent pas exactement combien ils ont cotisé, s'ils ont cotisé suffisamment, à quel régime ils ont cotisé, etc. Il faut simplifier les choses, il faut sans doute simplifier cette dualité entre le régime de la fonction publique et le régime du privé. Mais quand vous avez dit ça, pourquoi on a un régime qui est plus favorable, entre guillemets, aujourd'hui pour la fonction publique en termes de retraite? Pour compenser le fait que vous avez des salaires des fonctionnaires qui sont bien plus faibles que les salaires qu'on va observer dans le privé à des niveaux égaux de diplôme. Et en plus, ces salaires des fonctionnaires, par exemple dans l'éducation nationale, ils n'ont pas été revalorisés depuis un certain nombre d'années. Donc en fait, on avait mis en place un peu ce système plus favorable pour la fonction publique pour compenser des salaires qui étaient plus faibles. Là, on dit on va égaliser tous les systèmes. Donc au niveau de la retraite, les fonctionnaires vont y perdre, mais c'est pas grave, on va compenser ça. En fait, ils ne perdront pas parce qu'on va augmenter le point dans la fonction publique, on va augmenter leur rémunération. Bon, moi, si je suis fonctionnaire aujourd'hui, ce qui n'est pas mon cas, mais si j'étais fonctionnaire aujourd'hui dans l'éducation nationale, je ne serais pas exactement rassurée, puisque je vois la réforme qui s'annonce et je vois que je vais perdre du côté des retraites. Mais par contre, l'augmentation du point, ça, je ne la vois pas aujourd'hui. Donc, il y a une réforme à faire. Mais justement, quand on fait une grande réforme systémique, autant la faire bien une fois pour toutes, autant mettre les vraies questions sur la table, autant parler justice sociale aujourd'hui, autant parler redistribution aujourd'hui, alors que là, on veut faire une réforme qui est une réforme systémique, qui est une réforme qui est injuste, qui est une réforme qui n'implique pas de redistribution, et qui est une réforme où malheureusement, la plupart des Français comprennent relativement bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils vont y perdre en termes de retraite. Vous avez 35 ans, donc vous êtes né après 1975, donc vous êtes concerné par cette réforme. Ah oui, je suis concernée par cette réforme. Aujourd'hui, qui fait grève et pourquoi, Julia Cagé? Cheminots, RATP, Éducation nationale, hôpitaux, gardiens de la paix, peut-être bientôt aussi les professions libérales mardi, pour fédérer aussi largement le mécontentement. Pour vous, est-ce qu'il va au-delà de la réforme des retraites? Oui, le mécontentement, il va au-delà de la réforme des retraites. Le mécontentement, c'est une accumulation, c'est une accumulation de mécontentement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On peut refaire toute l'histoire, mais c'est quand même un quinquennat qui a commencé en 2017 avec un certain nombre de cadeaux fiscaux qui ont été des cadeaux faits aux plus riches, à commencer par la réforme, la suppression de l'ISF, la flat tax sur la capitale. Donc on a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. Ensuite, il y a eu le mouvement de protestation des Gilets jaunes, qui était un mouvement de protestation de pouvoir d'achat, parce qu'on avait eu une attaque contre le pouvoir d'achat des plus modestes, avec un certain nombre de dimensions d'ailleurs qui n'ont toujours pas été revues à la hausse. Par exemple, le fait d'aller grignoter sur les allocations logement. Ensuite, il y a eu quand même un certain nombre de réformes difficiles qui sont passées presque assez étonnamment, sans fort mouvement de protestation sociale, par exemple la réforme de la SNCF, et encore plus étonnamment la réforme de l'assurance chômage, qui pour le coup a été un choc négatif et qui va avoir des vraies conséquences pour les plus modestes dans les prochaines années. Et c'est vrai que là, c'est quand même un peu la réforme de trop, parce qu'on a quand même un système de retraite qui certes n'est pas parfait, mais dans lesquels les Français croient beaucoup, dans lesquels ils ont beaucoup investi. Les Français tiennent à cette retraite par répartition
superstition. Ils tiennent à ce système public de retraite. Et là, ce système-là, on est en train de le fragiliser aujourd'hui. Mais là, à vous entendre, il ne faut rien réformer, en fait, on touche à Non, rien bien sûr que pour si, le il faut gouvernement. réformer. Il faut réformer les régimes spéciaux des retraites. Il faut réformer cette différence entre fonction publique et système privé de retraite. Il faut aller vers une retraite universelle. Donc ça, c'est une réforme systémique qui est importante. Je vous dis, on va aller vers une retraite universelle. Aujourd'hui, vous avez 42 régimes spéciaux. Ça, c'est une réforme qui est importante. Il faut aller vers une retraite universelle qui ne se ferait pas en points, mais en taux de remplacement. Il faut réformer aujourd'hui aussi la manière dont ont lieu les cotisations à différents niveaux de revenus pour introduire plus de redistribution. Bien sûr qu'il faut réformer. Mais vous savez, les gens, aujourd'hui, on essaie d'opposer les salariés de différents secteurs. On dit, ah, regardez, à la SNCF, ils ont une retraite, ils partent à la retraite plus tôt, à la RATP, ils ont des retraites plus favorables. Mais il faut quand même regarder les niveaux de salaire. C'est des gens qui sont quand même en bas de la distribution des salaires en France, qui ont des métiers difficiles, qui ont des carrières difficiles. Donc, ils avaient eu quelques avantages au moment de la retraite. Je pense que c'est pas entre eux, avec d'autres employés, salariés qui ont aussi des petits salaires et qui auront aussi des petites retraites, qu'il faut les opposer, qu'il faut les monter les uns contre les autres. Il faut avoir cette réforme systémique, mais il faut que personne ne se sente floué à la fin. Et ça, c'est pas du tout ce que nous offre aujourd'hui le gouvernement. Sur la question des revendications actuelles, je vous propose d'écouter les mots de Philippe Martinez. Il y a des tas de revendications sociales. Enfin, j'ai lu des banderoles, hausse du SMIC. Qu'est-ce qu'elle dit, la CGT? La même chose. On dit justice fiscale, retour de l'ISF. La CGT dit la même chose. On dit plus de services publics, de proximité. La CGT dit la même chose. Donc on a beaucoup de revendications sociales communes. On peut agir ensemble. C'est vrai, Philippe Martinez, mais vous savez bien, pour le suivre depuis le début, que ce mouvement des Gilets jaunes est absolument multiforme, protéiforme, et qu'il y a aussi, au sein des Gilets jaunes, un certain nombre de gens qui disent « à bas les syndicats, on n'a pas besoin des corps intermédiaires », et qui, pour certains d'ailleurs, citent même votre nom dans les manifestations. Je les entends. C'est quand même un mouvement très hétérogène. Ah oui. Et donc c'est normal qu'il y ait ce genre de réaction. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des Gilets jaunes qui m'ont dit « non, on ne veut pas parler avec vous ». On a quand même parlé. J'ai dit, c'est quoi le problème? On ne veut pas de syndicat. Mais je dis, vous avez un syndicat. Ils ne veulent pas de parti politique non plus. Attendez, vous avez un syndicat dans votre entreprise? Ils me disent non. Je dis, c'est ça le problème. Parce que si vous aviez un syndicat dans votre entreprise, certainement que les choses iraient mieux. Et votre vision du syndicalisme, elle serait différente. Parce que quand on a à ses côtés quelqu'un qui essaye d'organiser les choses, défendre les revendications, etc., la vision, elle est différente. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne vous jetez pas dans ses bras. Alors pour qu'il y ait réponse du gouvernement, pour qu'il entende quelque chose, encore faut-il qu'il y ait des revendications qui se distinguent. Or, on le disait aujourd'hui, le mécontentement semble dépasser de loin la réforme des retraites, au cœur de ces défilés syndicaux avec différentes professions. On retrouve aussi des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un peuple qui s'est donné à voir, qui s'est rendu visible pendant un an, sans représentation. Comment incarner aujourd'hui la contestation? Est-ce que les syndicats peuvent seuls se réapproprier cette parole et sont suffisamment solides, représentatifs pour aller défendre les intérêts, les revendications demandées et dialoguer avec le gouvernement? Les syndicats et les partis politiques et les mouvements politique au sens large. Et je pense que non seulement les syndicats doivent quand même s'interroger aujourd'hui et s'interroger sur le fait qu'ils ont été absents de la contestation des Gilets jaunes, mais les mouvements politiques au sens large, et notamment la gauche doit aussi s'interroger aujourd'hui sur son absence dans les débats, son absence dans le mouvement des Gilets jaunes, et presque aussi son absence sur la question des retraites. Hein. C'est une des choses aussi sur laquelle aujourd'hui Emmanuel Macron joue, de dire que la gauche n'a pas vraiment de contre-propositions. Alors elle est en train de re-rentrer dans le débat, mais je pense que les mouvements politiques doivent redevenir des forces d'expression et de représentativité des Français, et de la colère et de la contestation des Français. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une part de responsabilité de ce gouvernement. Il y a aussi une part de responsabilité des différents partis politiques qui n'ont pas été dans leur ensemble suffisamment à l'écoute de la colère des Français qui montait au cours des derniers mois et des dernières années.
Aux côtés de Daniel Salnave, d'Annie Ernaux, de Thomas Piketty, de Robert Guédiguian, de Cyril Dion, d'Éric Fassin et plein d'autres, le 4 décembre dernier, vous avez signé, Julia Cagé, un appel initié par la revue Regard, publié dans Le Monde, en soutien à celles et ceux qui luttent. Un appel à s'associer au mouvement jaune, vert, rouge, noir ou arc-en-ciel. Pourquoi vous réjouissez-vous de voir ces luttes sociales et politiques reprendre de la vigueur? Est-ce au nom de la réouverture des possibles, au nom de nouvelles solidarités? Est-ce au nom d'une nécessaire conflictualité pour avancer ou réformer? Non, moi, je pense pas que la conflictualité soit nécessaire. Je pense pas qu'il faille tout conflictualiser, pour paraphraser un certain homme politique. Par contre, je pense que s'il n'y a pas suffisamment de conflits aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui fait de la casse sociale. C'est une vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de protestation au moment où il y a eu la suppression de l'ISF. Il y a eu la suppression de l'ISF, c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de contestation forte quand il y a eu la diminution des allocations logement. C'est passé comme une lettre à la poste. Il y a eu une protestation au moment de l'augmentation de la taxe sur les carburants parce que les gens ne pouvaient pas la payer. C'est pas passé. Il n'y a pas eu vraiment de contestation très forte au moment de la réforme de la SNCF. Elle est passée. La réforme, je pense qu'on en reparlera dans les prochains mois. La réforme de l'assurance chômage qui a été passée il y a quelques mois a été profondément injuste. Elle n'a pas donné lieu à contestation. Elle est passée telle qu'elle. Donc en fait, ça devrait sans doute pas être comme ça dans une démocratie pleinement fonctionnelle, mais on a une démocratie aujourd'hui qui est en crise et où les gens voient bien que s'il n'y a pas de mouvements sociaux et si les gens ne descendent pas dans la rue, on a un gouvernement qui fait passer toutes ces réformes et qui fait passer des réformes de plus en plus libérales et qui fait passer des réformes qui vont augmenter de plus en plus les inégalités. Donc moi, c'est vrai que une des raisons pour laquelle j'ai signé cet appel, c'est pour dire que je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait des mouvements sociaux qui expriment collectivement une demande pour plus d'égalité, une demande pour plus de justice sociale, une demande pour davantage de redistribution et qu'il faut aussi pas seulement contester mais aussi faire des propositions qui vont dans ce sens-là. Sachant que vous actiez également dans le prix de la démocratie le peu de représentativité du peuple aujourd'hui ou de l'ensemble des Français à l'Assemblée nationale, la question du déficit de la représentation qui est en cours. Dans ce texte, dont vous n'êtes pas l'auteur, que vous avez signé, il est dit « La démocratie ne doit plus avoir peur du peuple ». Qui a peur du peuple et pourquoi ? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une peur du peuple aujourd'hui ? Oui, je pense que les élites aujourd'hui ont peur du peuple et elles ont peur que le peuple vote et elles ont peur que le peuple vote mal. Et je pense que ça a été c'est un vrai problème aujourd'hui. On parle beaucoup de la question des populismes, de la montée des revendications très fortes qui seraient des revendications d'extrême gauche ou des revendications d'extrême droite. Et en fait, on dit aux gens il faut voter pour les mouvements progressistes et tout ce qui n'est pas progressiste, ça serait populiste. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est justement que les gens qui sont dans la contestation ne voient plus de raisons d'aller voter. Donc vous avez énormément de gens qui renoncent aux urnes et c'est pour ça qu'on a un effondrement de la participation politique aux élections. Et ensuite, vous avez des gens, quand ils vont aller voter, ils vont se tourner vers les extrêmes. Ils vont se tourner, par exemple, en France, vers le Rassemblement national parce que finalement, ils ne croient plus dans ce qui est incarné par les autres partis politiques. Ça, c'est une responsabilité et qui est une responsabilité non seulement de la droite, mais également de la gauche. Il faut aller reconquérir ces votes-là en faisant des contre-propositions qui soient des contre-propositions concrètes. Et je pense que, oui, il y a une peur du peuple quand on essaie d'articuler tout le débat politique autour d'une opposition qui serait une opposition entre le progressisme, entre guillemets, Emmanuel Macron, et les populistes en face. Et donc, on essaie d'articuler tout le débat politique français autour de l'opposition entre, d'un côté, Marine Le Pen et de l'autre côté, Emmanuel Macron. Un, c'est dangereux. Et deux, c'est extrêmement risqué. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer en France ? Il risque de se passer en France ce qui s'est passé en Italie avec la victoire de la Ligue, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans un pays comme le Royaume-Uni où vous avez le UKIP qui est de plus en plus fort et vous avez des votes et une montée en puissance de la demande de Brexit, ce qui s'est passé d'une certaine manière aux États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Et moi je pense qu'il faut dire que ce n'est pas le progressisme face au Rassemblement national
milieu de tout ça, il devrait y avoir des partis de gauche avec des vraies propositions de redistribution, des vraies propositions de justice sociale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit... Par exemple, en ce moment, sur la réforme des retraites, c'est plutôt les partis de droite qu'on entend. Oui, les Républicains, notamment, qui sont d'ailleurs en partie opposés à cette réforme. Hier, vous avez eu quand même une mobilisation de la gauche qui essaie de se positionner d'un point de vue unitaire pour faire des contre-propositions. Mais oui, mais c'est un problème aujourd'hui que vous n'ayez pas un agenda de gauche clairement défini, qui propose une réforme qui soit une réforme systémique des systèmes de retraite avec une retraite universelle, mais pas une retraite universelle par points, comme l'a proposé Emmanuel Macron, mais une retraite universelle définie avec des taux de remplacement pour qu'il y ait de la transparence et de la clarté, une retraite universelle qui soit juste avec davantage de redistribution en mettant à contribution davantage qu'aujourd'hui les revenus les plus élevés. Des retraites à l'audiovisuel, la réforme à tout prix. On en parle avec notre invitée, l'économiste Julia Cagé. France Culture, il est 13h15. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Il y a actuellement un mouvement social qui traverse aussi les ondes de Radio France et ça n'aura pas échappé à ceux qui nous écoutent. Plusieurs ressorts aussi à cette mobilisation. Et une en perspective qui pose question. Vous êtes une spécialiste de la question des médias, Julia Cagé. Votre livre, L'information à tout prix, développait déjà un certain nombre de pistes, soulevait aussi un certain nombre de questions. Il y a une réforme de l'audiovisuel public qui a été présentée jeudi dernier en Conseil des ministres. Si elle va à son terme, elle sera bientôt débattue au Parlement. Une holding devrait voir le jour avec pour vocation de regrouper France Télévisions, Radio France, l'INA et France Médias Monde. Mais aussi dans cette réforme d'autres volets importants comme des obligations de financement de la production, de la création française par les grandes plateformes aujourd'hui. Si on commence par ce point qui est celui de la holding, pourquoi ce groupe public? Je vous propose d'écouter le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester. Il était récemment au micro d'Europe 1. Pourquoi on fait ce groupe public? On fait ce groupe public parce que, ça ne vous a pas échappé, il y a une révolution numérique. Que les usages de nos compatriotes ont évolué, qu'ils écoutent de plus en plus la télévision et qu'ils regardent de plus en plus la radio, quand ils veulent, sur le support qu'ils le souhaitent, au moment qu'ils préfèrent. Et donc, tous les groupes privés, tous les groupes publics s'organisent en ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire tout support, télé, radio, Internet. Et pour ceux qui ont une activité internationale, que ce soit dans leur pays d'origine ou à l'international. Et donc, c'est ce qu'on fait avec ce groupe public. On donne les moyens, finalement, à l'audiovisuel public de permettre de s'adapter à la révolution des usages de nos compatriotes pour que les missions de service public, qui sont celles de l'audiovisuel public, qui sont importantes en matière d'éducation, en matière d'information, en matière d'accès à la culture, en matière de contenu de proximité, de rayonnement international, de cohésion sociale et nationale, puissent être mieux exercées et toucher davantage nos compatriotes. Et donc, finalement, qu'on différencie mieux l'offre privée de l'offre publique et que, par rapport à cette redevance qui est payée par nos compatriotes, ils puissent avoir un service public encore de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Voilà, la qualité et l'indépendance aussi du service public aujourd'hui. Cette holding, elle aurait une structure que beaucoup comparent à celle de la BBC, qui est un peu toujours le modèle que vous connaissez bien, Julia Cagé. Faut-il envisager aujourd'hui de se regrouper pour être plus fort? Je voudrais commencer par rebondir sur la dernière phrase qui vient d'être dite par Franck Riester, cette idée qu'il faut regrouper dans France Médias pour avoir un service public de meilleure qualité. C'est quoi un service public de qualité? C'est un service public de l'audiovisuel qui est un service public qui est bien financé. Parce que pour faire du journalisme de qualité, il faut des journalistes. Pour faire de la radio de qualité, il faut des journalistes, il faut des techniciens, il faut des producteurs. Et tout ça, ça demande des moyens, ça demande de l'argent, sauf que là, vous avez une réforme de l'audiovisuel public où on demande quoi? De dépenser moins. Et on demande à l'audiovisuel public de faire 190 millions d'euros d'économies, sachant qu'il y a déjà énormément d'efforts qui ont été faits au cours des dernières années par Radio France, mais également par France Télévisions. Juste pour donner aux auditeurs un ordre de grandeur, depuis 2012, vous avez eu 10% de réduction d'effectifs à France Télévisions. Donc je pense qu'on peut parler de la holding, on peut parler de France Médias, mais moi j'aimerais commencer par parler de l'information comme bien public, de l'audiovisuel public comme une manière de produire cette information comme bien public. Et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas être dans la logique actuelle du gouvernement qui est une logique entièrement financière, qui est une logique
d'économie, qui est une logique incompréhensible, sachant qu'aujourd'hui, les audiences, notamment à Radio France, ne cessent d'augmenter. Donc vous avez vraiment des audiences au beau fixe. Et pour récompenser, entre guillemets, le travail de tous les personnels de la radio, on fait quoi? On leur demande de supprimer 300 postes. Donc il y a quand même une logique que moi, je n'arrive pas du tout à saisir. Pourtant, c'est une logique qui a été expliquée en partie par le gouvernement. Déjà, l'importance à ses yeux, pour l'audiovisuel public, radio et télé compris, de participer à ce qu'ils appellent l'effort de réduction de la dépense publique. Et puis, il y a peut-être une deuxième donnée. Est-ce qu'il ne faut pas, et ça c'est ce que dit aussi le ministre, se réformer quand ça va bien, se transformer quand ça va bien? Oui, il faut savoir se réformer, il faut savoir se transformer, mais est-ce que se réformer, ça veut dire dépenser moins? Est-ce que se réformer, ça veut dire avoir moins de techniciens? Est-ce que se réformer, ça veut dire avoir moins de journalistes? Il faut se réformer. Aujourd'hui, France Culture s'est réformée. La preuve, moi, j'ai toujours pas l'habitude, on est filmé. Il y a eu des réformes qui ont été faites, il y a eu des rapprochements qui ont été faits, il faut s'adapter au numérique, il faut réinvestir. Mais tout ça, normalement, une réforme, quand vous essayez de transformer une entreprise en profondeur, quand vous devez faire de l'investissement, notamment autour de la question du numérique, quand vous devez, pour le coup, pour la télévision publique, concurrencer les plateformes et qu'on essaie de lancer des plateformes, par exemple, comme Salto, qui sera lancé par France Télévisions, TF1, M6, tout ça, ça demande quoi? Ça demande des investissements. On dit il faut contribuer à l'effort de réduction de la dépense publique. Mais alors dans ce cas-là, il faut continuer à couper partout, il faut continuer à couper dans les hôpitaux et c'est pas grave si les urgences sont saturées parce que franchement, pourquoi les urgences ne contribueraient pas à l'effort de réduction de la dépense publique? Il faudrait aussi couper dans les écoles et pourquoi pas doubler la taille des classes. Moi, je sais pas faire au contraire, pour vous aujourd'hui, il faudrait réinvestir. Produire de l'information sans argent et sans suffisamment d'investissement. Aujourd'hui, il faudrait réinvestir. Il faudrait investir massivement, au contraire. Il faudrait investir massivement. Alors, dans l'éducation, ça c'est certain. Dans l'enseignement supérieur, encore plus. Dans les hôpitaux, on voit très bien les besoins qui s'expriment aujourd'hui. Dans l'audiovisuel public, il faudrait au moins maintenir les budgets qui sont en place. Il faudrait aussi maintenir les emplois. Et je pense que de ce point de vue-là, je soutiens complètement la grève qui a lieu aujourd'hui à Radio France. Encore une fois, si vous aviez des audiences qui s'effritaient ou qui s'effondraient, et voilà, là on pourrait se dire, bon, écoutez, les gens n'écoutent plus la radio publique, les gens se tournent davantage vers les radios privées, il faut faire des efforts. Mais là, en fait, on demande de faire des efforts là où la seule mesure finalement concrète de la qualité, c'est aussi risqué de conditionner les finances du budget d'un service public à ses audiences. Non, je suis d'accord, mais jusqu'à présent, le financement du service public était conditionné par ce qu'on appelait les COM, les contrats d'orientation et de moyens. Pourquoi on avait des COM? Parce qu'on voulait garantir l'indépendance du service public et de l'information publique par rapport au changement de gouvernement. Donc on faisait des contrats de financement sur 4 ou 5 ans, ce qui évitait justement d'avoir du rabotage à chaque fois qu'on avait un changement de gouvernement. Vous aviez des coms qui étaient en place que le gouvernement n'a pas respecté et aujourd'hui avec France Média, ils vont même faire disparaître cet aspect-là et donc vous aurez une renégociation du financement de l'audiovisuel public avec une logique annuelle. Ensuite, sur un autre point, moi je pense qu'en fait, ça fait partie de la logique du gouvernement, on essaie toujours d'opposer les gens. Donc d'un côté, il y aurait l'audiovisuel public et puis de l'autre côté, il y aurait le reste des Français qui paient la redevance. Et là, on a quoi? On a un gouvernement qui dit aux Français, on va vous baisser la redevance de combien? De 1 euro. Personne ne voit la baisse de la redevance de 1 euro passé. Vous aviez 139 euros de redevance, vous allez avoir 138 euros de redevance. Soit vous payez la redevance, soit vous ne payez pas la redevance, mais personne ne voit ça vraiment comme une économie. Rendre 7 euros aux Français, pour vous, ce n'est pas une mesure de justice sociale ou fiscale? Non, c'est pas de la justice sociale, parce que pour le coup, c'est pas du tout redistributif la redevance. Non, c'est juste baisser d'un euro la redevance pour faire un petit coup d'éclat médiatique, là où on va augmenter d'autres impôts par ailleurs et pas faire une fiscalité progressive. Mais c'est une manière justement de dire aux Français, ah, regardez, cet audiovisuel public pour lequel on dépense trop d'argent, on va économiser 1 euro. Donc en fait, vous enlevez 1 euro, ce que les Français ne voient pas du tout passer, donc vous avez moins de ressources pour l'audiovisuel public. Vous dites à l'audiovisuel public, mais oui, mais vous perdez de l'argent. Donc il faut faire des efforts, il faut faire des économies. La redevance en France, je veux quand même souligner qu'elle est bien moindre que la redevance au Royaume-Uni. Si le modèle, c'est la BBC,
dépensons autant que pour la BBC, et elle est aussi bien moindre que chez nos voisins allemands. Combien de foyers assujettis à la redevance aujourd'hui en France? Pas tous. Non, mais ça fait partie du problème. Là, pour le coup, il y a une véritable question, et ça, c'est une réforme dont moi je pense qu'il serait légitime de la mettre en œuvre. Il faut élargir la redevance au-delà du seul fait de posséder une télévision, parce que c'est vrai que la plupart des gens ne regardent. Enfin, vous avez de plus en plus de jeunes qui ne regardent plus la télévision à la télévision, mais par exemple sur Internet, et donc il faudrait l'élargir aux autres formes de support de consommation de l'information. Ça, c'est aujourd'hui environ 25 millions de foyers assujettis à la redevance et des économies, une demande de l'État de 20 millions d'euros à Radio France, une réduction qui viendrait de la baisse annoncée donc de la redevance audiovisuelle attribuée aux radios publiques. Il y avait une autre piste qui a été envisagée à un moment par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, celle de supprimer la redevance et de la remplacer par des dotations budgétaires. Ça pourrait être une bonne réforme? Non, ça serait une extrêmement mauvaise idée. Et ça, pour le coup, on le voit très bien si on fait des comparaisons au niveau international. Si vous regardez l'audiovisuel public dans les différentes démocraties occidentales, dans les pays pour lesquels vous avez une dotation budgétaire, vous avez un audiovisuel public qui est moins indépendant. Dans les pays où vous avez une redevance, c'est-à-dire un financement qui est dédié, là vous avez un audiovisuel public qui est davantage indépendant. Alors on peut dire que c'est bizarre, en fait pour les Français c'est complètement fongible, à l'arrivée ils paient leurs impôts, ils ne voient pas vraiment ce qui est la différence entre la redevance télé et le reste des impôts, mais pour l'indépendance de l'audiovisuel public c'est extrêmement important de ne pas avoir un audiovisuel public qui chaque année doit aller renégocier sa dotation budgétaire, avec en plus tout ce que ça créerait comme incertitude en termes de coûts, parce que là pour le coup à chaque fois qu'il faudrait faire des économies au moment du PLF à l'Assemblée nationale, hop, on couperait un peu de la dotation budgétaire de l'audiovisuel public. Donc moi, ça me semble extrêmement important de garder cette taxe dédiée pour le financement de l'audiovisuel public. Ça me paraît d'autant plus important que je pense qu'aujourd'hui, en ce moment de crise des médias et de crise de confiance dans les médias, il faut convaincre les Français, et ça c'est de la pédagogie qui est nécessaire, de la nécessité de payer pour une information de qualité. Et dire aux Français, si vous voulez de l'information de qualité, si vous voulez un service public de l'information de qualité, cela a un coût. Et ce coût, c'est celui que vous payez à travers la redevance. Voilà, reste ouvert donc la question de savoir, alors qu'aujourd'hui on consomme surtout les écrans, quel genre de redevance on veut, à quoi elle doit être rattachée, c'est ce que vous évoquez. Je reviens à cette phrase de l'exécutif, la question de comment on se prépare face à la concurrence des plateformes, dans cette transition numérique en cours. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat du ministre, notamment, qu'il est urgent de préparer l'avenir, de se réorganiser pour pouvoir affronter ça, par une holding, mais aussi par des changements en interne? Oui, il est urgent de préparer l'avenir. Quand on voit aujourd'hui les parts de marché qui sont prises par Netflix ou qui sont prises par Amazon Prime Video, et qu'on voit qu'on annonce Salto depuis 2-3 ans et que ça n'existe toujours pas, on se dit qu'il y a quand même un retard dans un certain nombre de domaines. Mais cet avenir, on ne pourra pas le préparer sans réforme, on ne pourra pas le préparer sans loi. Il y a des choses qui sont intéressantes dans cette réforme de l'audiovisuel public, notamment le fait de faire contribuer les plateformes au financement de la création en France. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes qui investissent beaucoup dans les séries télé, qui investissent beaucoup dans la production de films en France. Ce n'était pas une obligation qui a été faite aux plateformes. Aujourd'hui, avec la loi, vous allez avoir une obligation qui va être faite aux plateformes d'investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans les créations cinématographiques ou dans les créations de séries télé en France. Donc ça, par exemple, c'est une bonne mesure. Il va falloir voir cette mesure dans le détail, par contre, parce qu'aujourd'hui, les GAFA, on a du mal à leur faire payer des impôts. Donc, quelles sanctions vont être mises en œuvre au cas où les plateformes ne contribuent pas à hauteur d'un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires à la création de produits, de contenus originaux en France? Ça reste vraiment à définir. Mais donc, tout n'est pas à jeter dans cette réforme du tout, cette question-là. Par exemple, c'est une question qui me semble extrêmement importante. Ensuite, si je prends l'aspect chaîne privée de cette réforme de l'audiovisuel, là, pour le coup, je trouve qu'on prépare pas vraiment bien l'avenir en faisant quoi? En autorisant encore davantage de publicité, avec une 3e coupure de publicité, ou en autorisant les publicités qui sont des publicités géolocalisées. Je pense que c'est pas la solution pour l'avenir de confronter les Français à encore davantage et davantage et davantage de publicité. Voilà, on l'entend à l'avenir, et on va avoir l'occasion de reparler de cette réforme de l'audiovisuel public. La question de l'argent, la question du financement sera aussi le nerf de la guerre. Vous l'avez dit d'ailleurs à propos de l'actionnariat privé des médias qui les prive d'indépendance. C'est pourquoi vous plaidez depuis longtemps pour des garde-fous, et preuve que votre idée ou vos idées gagnent
du terrain. Rappelons la mise en place d'une fondation à l'étude pour sanctuariser l'indépendance d'un journal comme Le Monde, qui permettrait de prévenir l'arrivée dans le capital du journal de nouveaux actionnaires sans agrément des journalistes. Des questions qui se poseront aussi à l'avenir pour le service public de l'audiovisuel. Merci beaucoup à vous, Julia Cagé, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de vos 2 derniers ouvrages, L'information à tout prix et Le prix de la démocratie, sorti l'an passé chez Fayard et qu'on retrouvera en janvier en poche. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez avec l'aide de François Bréus pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc avec l'aide précieuse de Sophie Marty pour la Grande Table culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien et au son, Adèle Caglar. À la vidéo, puisque oui, nous sommes filmés, Jérémy Kaufmann. Merci à tous et bel après-midi sur France Culture.